Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à la première session de notre série d'apprentissage virtuel d'automne, une série qui vous prépare au camp de carrière dès le mois de janvier 2025. Je m'appelle Stacey Réel et mes pronoms sont elle, she, her, et je serai votre modératrice durant cette session. Je suis une femme blanche aux yeux bleus, cheveux bruns et courts, et je porte un chandail bleu foncé avec un pendatif argenté. Je suis biologiste principale et je travaille sur la mise en œuvre d'un réseau d'aires marines protégées dans la région du Pacifique pour Pêche et Océan Canada et la Garde côtière canadienne. Je suis également la présidente de votre réseau professionnel ou le VRP pour le MPO et Garde côtière. Avant de continuer, je voudrais souligner que je me joins à vous depuis le territoire traditionnel non cédé de la Première Nation Comox sur l'île de Vancouver. J'aimerais également souligner que plusieurs personnes se joignent à nous aujourd'hui à partir de différentes régions du pays. Alors, je vous encourage à toutes et à tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Veuillez noter que cette session se déroule en français. Please note that this session is offered in French. The English session was offered earlier today from 1 to 2 p.m. Eastern. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Questions-réponses dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton Pouce en l'air ou Thumbs up. Comme toutes les sessions du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, celle-ci est enregistrée. D'ailleurs, tous les enregistrements et la série des balados-diffusions peuvent être consultés à tout moment. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont publiées sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. De plus, toutes les ressources partagées lors de notre séance seront disponibles sur la page Wiki sous la rubrique Ressources. Alors, en ce qui en est des objectifs de notre session, vous allez avoir la chance d'apprendre des conseils pour développer vos compétences, obtenir une compréhension à un niveau élevé du processus de demande d'emploi, améliorer vos techniques d'entretien et finalement, identifier et utiliser les ressources de carrière pour naviguer votre parcours professionnel en toute confiance. Étant donné que je suis relativement nouvelle dans la fonction publique, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que nos panélistes ont à dire sur le thème d'aujourd'hui. Alors, sans plus, j'aimerais maintenant vous présenter les panélistes que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. D'abord, nous avons Audrey-Anne Racine, conseillère principale en ressources humaines à Emploi et Développement social Canada. Jusqu'à l'an passé, elle a été coprésidente d'étudiants GC sous le RJFF, où elle joue maintenant un rôle de conseillère. Par la suite, nous avons Catherine Lovat-Smith, qui est chargée de projet au laboratoire d'innovation du Conseil fédéral du Québec. Elle est aussi vice-présidente du RJFF du Québec depuis 2022. Et finalement, nous avons Khadija Elzibaï, qui se joint à nous. Elle est conseillère en politique pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Elle est aussi présidente du réseau Future Leaders de l'Ontario. Alors, bienvenue à vous trois. C'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et sans plus, je vais maintenant passer la parole à Audrey-Anne pour lancer notre discussion. Merci. En fait, je vais passer la parole à Khadija pour la première section sur les CV. Moi, je vais venir par la suite. Ou c'est-tu Catherine? Ah, c'est Catherine, hein? En fait, c'est moi, Audrey. C'est l'experte. Catherine, je te laisse. Pas de problème. Merci beaucoup, les filles. Alors moi, c'est enchantée. Catherine, merci d'être venue, tout le monde. On va commencer vraiment avec la base, donc vraiment la rédaction de l'écriture de votre CV, qui est comme le premier regard de l'employeur sur vos compétences. Donc, bien évidemment, quand on écrit son CV, une chose qui est super importante de mentionner, c'est évidemment vos diplômes. Qu'est-ce que vous avez étudié? Bien sûr, si vous avez déjà fait les tests de langue au gouvernement, mais c'est super intéressant de les inclure. Donc, ça démontre à l'employeur que vous avez déjà fait les tests et ils vont pouvoir connaître votre niveau de langue.
Bien sûr, vos expériences professionnelles, c'est le but d'un CV, on est right? Vous pouvez le faire de 2 façons. Il y a la façon chronologique et la façon classée par compétences domaine, domaine fonctionnel. Moi, je préfère toujours le faire par ordre chronologique. Par contre, dans mon expérience, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans un poste, disons AS3 et puis, durant ces 2 années-là, vous avez fait un intérim au même niveau, mais à un autre endroit qui est peut-être un peu plus intéressant pour le nouvel employeur, mais peut-être commencer avec votre intérim de quelques mois en premier, parce qu'on veut toujours rester dans, les points forts de vos expériences, mais aussi on veut rayonner. Donc, toujours intéressant de mettre les expériences plus intéressantes en premier, mais d'une façon chronologique. Ça, c'est qu'est-ce que je fais moi personnellement dans mon CV. Bien sûr aussi, toujours super intéressant de mettre vos expériences de bénévolat. Donc, ça montre à l'employeur que vous êtes là pour travailler, mais aussi que vous avez une conscience sociale, mais aussi que vous avez un esprit d'équipe. Donc, vous pouvez soit mettre vos expériences de travailler dans des réseaux dans le gouvernement, mais aussi si vous en avez fait à l'université ou durant vos études ou si vous en faites dans votre vie personnelle, l'employeur est toujours super intéressé de voir ça et aussi ça vous démarque du lot des candidats qui envoient leur CV. Bien sûr, lorsqu'on écrit son CV, on pense toujours d'une façon positive, les choses dont on est le plus fier, on veut rayonner. Donc, c'est important aussi d'inclure nos points forts, des qualifications. Personnellement, ce que je fais, c'est que, en haut de mon CV, je mets toujours comme un petit point, un point form en haut et je vais mettre, les qualifications qui ont rapport avec l'offre d'emploi. Donc, dépendamment sur quel emploi j'applique, ben ces points forts-là vont être changés parce que j'en ai plusieurs, bien sûr, pour différents domaines et je vais toujours les inclure, mes points forts au début. C'est vraiment un attrape-œil, puis quand on regarde les CV en tant que gestionnaire de notation, on veut vraiment, avoir notre regard attiré vers un candidat. Bien sûr, vous pouvez aussi rajouter les certifications que vous avez fait, soit en étant employé au gouvernement, mais aussi dans votre vie personnelle. Par exemple, moi, j'ai suivi des formations sur l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle à l'HEC, et ça, je les ai inclus dans mon CV. Ça montre vraiment à l'employeur que je suis là pour apprendre et toujours m'améliorer, même si je suis embauchée par leur ministère. Et bien sûr, si vous avez gagné des prix, des bourses d'études, si vous faites un sport en particulier dont vous êtes très fier, ça peut être super intéressant de l'inclure dans le CV, vraiment pour vous démarquer. Ensuite, on va aller à la prochaine slide, et on va discuter vraiment du point qui est le plus important aujourd'hui. Si vous devez retenir un truc de ce que je vous dis aujourd'hui, ça serait celui-là, c'est d'adapter votre CV au poste sur lequel vous appliquez. Par exemple, si, vous appliquez pour vous avez plusieurs qualifications en tant que personne, mais si vous appliquez pour un poste qui est plus en gestion ou en finance, vous devez comprendre que le CV va être très différent. Donc, on commence toujours avec un CV de base. Donc, vous devriez avoir un CV de base avec tous les emplois que vous avez faits, vos qualifications. Mais à chaque fois que vous appliquez à un nouvel emploi, vous modifiez ce CV pour qu'il soit attrape-l'œil à votre nouvel employeur. Donc, vraiment important d'adapter son CV par rapport au poste sur lequel on applique. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir un CV qui est trop long. Quand on est gestionnaire en dotation, puis qu'on regarde à travers des centaines de CV, on veut que ça soit court et concis. Donc, on essaie de garder ça à 2 pages maximum, puis vraiment que vous concentrez sur vos expériences pertinentes. Les choses qui sont moins pertinentes, les compétences, les qualifications, qui sont peut-être moins intéressantes pour l'employeur, vous pouvez toujours les mettre sur votre LinkedIn. Vous pouvez, tu sais, si vous voulez vraiment que ça garder ça historiquement dans votre historique de qualification. Mais il faut juste vraiment réfléchir, est-ce que c'est intéressant pour l'employeur à qui j'applique présentement, oui ou non? Puis enlever et rajouter selon le poste sur lequel vous appliquez. Une autre chose qui est super importante, c'est toujours d'envoyer son CV en format PDF. Donc, des fois, j'ai vu des gens qui nous envoient des liens Canva ou bien qui vont nous envoyer un document Word, mais vraiment, je vous conseille fortement d'y aller avec un format PDF. Ça l'aide beaucoup le recruteur à prendre votre CV, à soit l'imprimer, à pouvoir le transférer à ses directeurs. Donc, vraiment une astuce à garder en tête. Aussi, une chose qui est extrêmement importante, c'est l'orthographe. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre beaucoup d'attention sur ça quand ils regardent votre CV et ce que je vous conseille fortement de faire, c'est lorsque vous avez fait votre version de CV, donnez-la à un ami, un collègue,
peu importe qui autour de vous, et laissez-leur lire le CV, puis corriger les fautes d'orthographe, peut-être de syntaxe de phrase. Puis aussi, la personne va pouvoir vous donner un œil extérieur par rapport à votre CV parce que vous êtes vraiment dedans, vous vous connaissez, mais c'est super bon d'avoir un œil à l'extérieur qui peut aller vérifier que votre CV est super beau. Et vraiment, une chose qui est extrêmement importante, c'est de rester honnête. Donc, c'est vrai qu'il faut se mettre en lumière, mais il ne faut pas non plus exagérer nos compétences. C'est correct si on n'a pas toutes les qualifications de l'emploi, mais c'est super important de ne pas mentir parce que l'employeur va s'en rendre compte quand vous allez avancer dans le processus de sélection. Les gens prennent quand même assez sérieusement le premier coup d'œil qu'ils ont eu sur vous. Puis, au courant du processus, s'ils remarquent que vous avez exagéré vos compétences, bien, ça peut vraiment être mauvais pour votre parcours avec l'employeur. Donc, vraiment, restez honnête, soyez intègre. C'est vraiment comme, tu sais, c'est primordial dans la fonction publique, l'intégrité. Donc, vraiment, on débute lorsqu'on fait la rédaction là, de rester honnête et intègre. Puis, essayez aussi de ne pas avoir un CV qui est trop générique, plagié, avec des mots qui sont inutiles, des détails non importants, vraiment de garder ça concis sur 2 pages. L'employeur va vraiment être heureux de voir un beau CV comme ça. Puis, si je peux conclure ma partie avec la prochaine slide qui va un peu résumer ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vais rajouter aussi que c'est super important de mettre l'accent sur les compétences qui sont transférables. Donc, par exemple, en ce moment, vous faites un certain type d'emploi. Bien, même si vous appliquez pour un emploi qui est différent du vôtre, il y a des choses que vous faites présentement dans votre emploi qui peuvent être transférées. Donc, vraiment mettre en lumière ces choses-là. Si vous avez, vous êtes un super beau coéquipier, vous êtes vraiment bon dans la rédaction de texte, vous êtes super bon dans la méthodologie, etc., bien, de mettre ça en lumière parce que ça sera transférable dans votre nouvel emploi. Donc, de mettre ça en lumière. Aussi, une chose qui est super cool, bien, super intéressante, c'est de quantifier les réalisations. Donc, quand on écrit notre texte, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous pourriez dire, j'ai été responsable de l'amélioration du service client, mais à la place, pour le rendre plus quantifiable, plus comme intéressant, vous pourriez dire, j'ai augmenté la satisfaction client de 30% en optimisant les processus de communication. Ce n'est pas de mentir, ce n'est pas d'exagérer le CV, c'est vraiment de voir vos qualifications en matière de quantité, comment vous avez influencé votre travail. Puis des chiffres, des stats, on sait très bien qu'en tant que fonctionnaire, ça nous intéresse, ça nous allume. Donc, essayez le plus possible, lorsque c'est intéressant, de quantifier vos réalisations. L'employeur va adorer ça, puis il va pouvoir, vous allez être remarqué à travers sa pile de CV. Encore une fois, adaptez votre CV par rapport à l'emploi visé. Mettez en évidence vos activités de bénévolat extrascolaire, c'est super important. L'engagement dans la communauté, on le voit très bien avec la CCMTGC présentement que le gouvernement est un grand donateur. Donc, de mettre ça en lumière si vous avez fait du bénévolat, c'est excellent. Structurez votre CV, qu'il soit clair, concis, intéressant. Inclure vos compétences linguistiques et les techniques pertinentes. Donc, si vous avez fait des études ou des certificats qui sont intéressants pour un nouvel employeur, de les inclure. Et bien sûr, de vous mettre en avantage, de vous mettre en lumière. N'hésitez pas à vous vanter, mais d'une façon claire et précise. Puis, je pense que vous allez pouvoir réaliser l'écriture du plus beau CV et vous faire engager. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette partie. Donc, maintenant, je pense que c'est au tour de Audrey-Anne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est mon tour. C'est bien mon tour. Merci, Catherine. Puis moi, on m'avait donné un conseil à l'université dans son CV, en fait, pour chacune des expériences de travail, d'avoir une section responsabilité. Donc, c'est très générique, c'est très les tâches. Puis d'avoir une section réalisation. Donc, pour ceux qui sont un peu plus modestes, c'est plus facile de l'intégrer comme ça, là, un petit truc que moi je trouve bien utile, là, en fait. Excellent, tu as tout à fait raison, Adrienne. Ça peut être une super de belle technique aussi. Donc, pour ma section, je vais continuer un peu sur ce que Catherine parlait. Je vais aller vraiment dans le processus de demande d'emploi.
Je veux spécifier que quand on parle, quand je vais vous parler dans les prochaines diapos de processus de demande d'emploi, je vais vraiment faire référence aux processus qui sont annoncés sur Emploi GC. Donc, c'est des processus qu'on va trouver vraiment sur le site d'Emploi GC. Et je ne vais pas faire référence aux processus non annoncés qui se trouvent en faisant du réseautage. Donc, pour trouver une offre d'emploi, vous vous rendez sur Emploi GC, vous faites une recherche en ajoutant des filtres pour raffiner votre recherche, comme en spécifiant, moi, ce que j'aime bien quand je fais mes recherches sur Emploi GC, c'est d'aller chercher ma classification ou une classification supérieure, le lieu de travail et j'aime aussi aller sélectionner, par exemple, si je recherche une mutation, si au contraire je cherche une promotion, je vais aller chercher un emploi indéterminé ou déterminé. Comme ça va vraiment aider à raffiner la recherche. Puis une fois que tout ça est ajouté, tous vos fils sont ajoutés, moi je conseille de sauvegarder la recherche pour recevoir des notifications d'emploi par courriel pour manquer aucune opportunité. Ensuite, vous allez pouvoir aller consulter les offres d'emploi et vous allez devoir valider si vous êtes admissible pour postuler. Donc, je veux juste m'assurer qu'on est tous sur la même page, mais lorsqu'on ouvre une offre d'emploi, il va y avoir un encadré, un rectangle, en fait, avec les informations de base sur l'opportunité d'emploi. Et il y a une section de zone de sélection, donc qui est admissible. Vous allez donc devoir valider si dans la zone de sélection, on va spécifier un groupe d'équité en matière d'emploi. Donc, si le processus cherche des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes autochtones ou des personnes appartenant au groupe de minorités visibles. Il pourrait aussi avoir un lieu de résidence, comme dans la région de la capitale nationale, à Montréal, à Vancouver. Il faut aussi avoir une classification, donc seulement les personnes du groupe AS3 peuvent postuler ou une organisation d'attache, donc seulement les gens de défense nationale peuvent appliquer. Donc, vous devez vous assurer que vous répondez à la zone de sélection. Et si vous répondez à toute la zone de sélection, vous pouvez poursuivre votre lecture d'offres d'emploi. Moi, autrement, si je vois que je ne fais pas partie de la zone de sélection, je vais passer à la prochaine opportunité. Là, je m'attarderai pas à passer trop de temps pour appliquer parce que je réponds pas de toute manière à la zone de sélection et je vais être rejetée du processus. Maintenant, quand on parle de l'objectif du processus de sélection, selon moi, il y a deux éléments qui sont à valider. Premièrement, quel type d'emploi est offert? Donc, si vous cherchez une promotion, la mutation ne fera pas votre affaire, ni le détachement, puisque c'est à niveau. Si vous cherchez une promotion, vous allez être intéressé par les emplois déterminés ou indéterminés. Donc, c'est important de savoir est-ce que l'objectif du processus de sélection répond vraiment à ce à quoi vous voulez. Donc, soit une promotion ou une opportunité au même niveau, une opportunité temporaire ou une opportunité permanente. L'autre chose que j'aime valider en ce qui a trait à l'objectif du processus de sélection, c'est une section dans l'offre d'emploi qui nous parle de l'intention du processus, donc soit le nombre de postes à doter et s'il va y avoir une création de bassin. Par exemple, l'an dernier, dans mon cas, je cherchais à me qualifier, donc à faire partie d'un bassin pour avoir une promotion. Donc, je voulais absolument appliquer sur des offres d'emploi qui avaient un bassin, qui allaient créer un bassin à la fin du processus pour que j'aille voir ma gestionnaire après et lui dire, je me suis qualifiée dans un bassin, êtes-vous ouvert à m'offrir une promotion? Donc, c'est vraiment les deux objectifs à valider. Je parle vite, je vais juste reprendre mon souffle. Prochain point, vous allez devoir aussi valider si vous êtes en mesure de justifier que vous avez les qualifications essentielles. Quand on parle de qualifications essentielles, c'est essentiel de les avoir pour passer les prochaines étapes du processus. Donc, si on vous demande de l'expérience à donner des avis et des conseils stratégiques à la haute gestion, vous devez absolument être en mesure de justifier que vous avez ces qualifications-là, cette expérience-là, pour aller à la prochaine étape. Sinon, vous allez être rejeté du processus, en fait.
Aussi avoir des qualifications constituant un atout. C'est pas obligatoire de répondre à ces questions-là sur Emploi GC, mais si à la fin d'un processus, le gestionnaire d'embauche hésite entre vous et un autre candidat, mais que vous avez démontré avoir des atouts, il pourrait vous prioriser. Donc, c'est important de regarder quand même les atouts, même s'ils ne sont pas obligatoires pour le processus. Pour démontrer que vous répondez aux qualifications essentielles et aux atouts, vous allez devoir justifier en répondant aux questions de présélection. Moi, j'aime bien dire, pour répondre aux questions de présélection, je vais ajouter, il y a la méthode STAR, mais j'aime ajouter avant le qui, quoi, quand, où, et on répond à la question, et ensuite, on va utiliser la méthode STAR. Je vous donne un exemple. Donc, pour mon qui, quoi, quand, où, je vais dire, lorsque j'étais conseillère en ressources humaines entre 2021 et 2024 à Emploi et Développement social Canada, donc mon qui, quoi, quand, où. Ensuite, je vais répondre à la question. J'ai acquis de l'expérience à donner des conseils stratégiques à la haute gestion. Puis ensuite, je vais utiliser la méthode STAR, donc donner un exemple concret avec la méthode STAR. Donc, on explique une situation très précise, on énumère les tâches, les actions et on démontre les résultats obtenus. Donc, c'est une réponse complète pour exprimer, pour justifier qu'on répond à la qualification qui est essentielle. Prochaine diapo. D'autres éléments à considérer qui ont posture sur un emploi, puis ça va être avant même les questions de présélection, avant même d'y répondre. Regardez le profil linguistique qui est requis. Des fois, ça va être anglais essentiel, français essentiel, ou ça va être un profil bilingue. Si vous n'avez pas les tests officiels du gouvernement du Canada, les gens du processus vont vous faire passer les tests, surtout si c'est un test, un profil linguistique qui est bilingue. Vous pourriez aussi regarder les connaissances, compétences et les qualités personnelles, puisque c'est des choses qui vont être évaluées durant le processus. Ensuite, les exigences opérationnelles et les conditions d'emploi, comme la sécurité, par exemple. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les ressources humaines, donc le point de contact sous l'annonce d'emploi. Ils sont là pour répondre à vos questions et vous guider. Un petit défi, là, vous pouvez aussi explorer d'autres moyens de trouver des opportunités d'emploi, les processus qui sont non annoncés, en allant sur LinkedIn, par exemple, ou en allant sur les groupes Facebook qui sont dédiés à ça. Donc, pas tout mettre vos œufs dans le même panier, appliquer sur Emploi GC, mais aussi essayer de trouver des opportunités qui sont non annoncées, qui se trouvent en faisant du réseautage. Prochaine diapo. Une fois que vous avez décidé de postuler sur un poste, sur une opportunité d'emploi, il y a des éléments qui sont à considérer avant de soumettre votre demande d'emploi. Assurez-vous de suivre bien les instructions. Des fois, on peut vous demander de soumettre d'autres papiers, d'autres documents. Comprenez aussi les termes de recrutement et leur signification. Donc, on parlait de mutation tantôt, on parlait de détachement. Assurez-vous de bien comprendre ce que c'est. Naturellement, soumettez votre demande avant la date limite, sinon vous ne pourrez pas faire partie du processus. Soumettez seulement ce qui est requis si on ne demande pas une lettre de motivation. Ne soumettez pas le document puisque ça ne fait pas partie de ce qui est évalué dans le processus. Assurez-vous que les informations dans votre lettre de motivation concordent avec votre CV, un peu comme ce que Catherine mentionnait, d'être honnête dans votre CV et d'avoir une lettre de motivation qui pourrait être requise et qui reflète votre CV. Restez clair, précis et si jamais vous avez besoin de mesures d'adaptation, n'hésitez pas à en faire part tout au long du processus aux conseillers en ressources humaines, conseillères ou aux gestionnaires d'embauche. Ils sont là pour vous aider et vous accommoder. Donc, voilà pour la demande d'emploi. Khadija va pouvoir parler maintenant de l'entrevue, les techniques d'entretien. Merci Audrey-Anne et c'est ça en fait. Donc on a parlé de la rédaction d'un CV et Audrey-Anne vient de parler du processus de demande d'emploi. Donc là, on aurait postulé un poste, on aurait suivi tout ce processus de demande d'emploi et maintenant on commence à recevoir
des nouvelles ou des mises à jour sur notre demande d'emploi du gestionnaire ou de RH. Et du coup, il y a en général une partie écrite. Et là, si on réussit la partie écrite, on va normalement passer à la partie orale. Et la partie orale, il y a souvent un jury, c'est souvent 2 personnes, 3 personnes, et c'est vraiment un entretien. Et du coup, comment nous préparer pour cet entretien? Et du coup, ce qui est essentiel à faire, c'est vraiment de revoyer l'invitation. On va recevoir un courriel du bureau de RH ou du gestionnaire. Faut le lire. Et en fait, dans ce courriel, ils vont noter les qualifications ou les critères du mérite qui seront évalués tout au long de l'entretien. Et en général, la communication orale, ça sera évolué tout au long de l'entretien. Et puis, il y aura des questions euh, qui vont cibler certaines compétences ou certaines genre situations, expériences, etc. Et donc, tout ça, ça sera noté dans l'invitation. Et donc, en lisant l'invitation, on aura déjà une idée de ce qui va se dérouler durant l'entretien et on peut bien préparer pour ça, juste en sachant toutes ces informations-là qui sont dans l'invitation. Et donc, avec tous ces critères de mérite, avec les qualifications qui seront évaluées, on va pouvoir genre penser à des exemples. On va pouvoir à des situations ou à ce qu'on pourrait dire comme réponse aux questions qui seront posées à nous. Et comme ça va nous permettre ça va nous permettre à mieux gérer euh, l'anxiété et la nervosité parce que on sera sans doute soit anxieux, nerveux, peut-être on va se sentir un peu de stress. Donc tout ça, on peut le mieux gérer si on se sent préparé. Et c'est ça, on se prépare autant que possible. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est bien de maintenir comme une liste d'expériences ou d'exemples d'expériences. Et on peut toujours jeter un coup d'œil sur cette liste qu'on aurait compilée euh, au fil des années là pour avoir comme un bon bassin d'exemples et on pourrait bien utiliser ces exemples durant ces entretiens. Un autre conseil, c'est de préparer 1 ou 2 questions qu'on pourrait poser au jury de sélection euh, vers la fin de l'entretien. Donc, donc, normalement, ils ont des questions préparées. Tous les candidats seront évalués sur ces questions et puis après, on aura l'occasion de poser des questions au jury de sélection. Donc, moi, normalement, la question que moi j'aimerais poser, c'est euh, qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que vous aimez le mieux par rapport à votre poste? Donc, qu'est-ce, donc, donc c'est quoi genre les tâches ou genre le mandat ou c'est quoi ça, la chose que vous aimez le plus? Et la raison pour laquelle j'aime poser cette question, c'est que ça te donne une idée de ce qui motive ces personnes, peut-être les impacts qu'ils ont, peut-être les collègues et la dynamique au sein de l'équipe. Donc tout ça, ça te donne une idée, euh, ça te permet de répondre à la question, est-ce que moi, je veux me joindre à cette équipe?
Et comme on a déjà dit par rapport à la demande d'emploi, il y a aussi la méthode STAR qu'on veut bien utiliser lorsqu'on répond à toutes les questions. Donc, la méthode STAR, comme Audrey-Anne a déjà dit, c'est situation, tâche, action et résultat. Et c'est bien en fait de formuler notre réponse en utilisant la méthode STAR ou l'acronyme STAR parce que ça va nous permettre d'offrir une réponse structurée. Et pour le jury de sélection, c'est le plus facile à évaluer. Donc, donc d'entendre, ah voilà la situation, voilà ce qu'ils ont fait. Et ce qui est aussi important, c'est de concentrer sur les choses que nous, on a fait. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai travaillé en équipe avec trois autres personnes. Parce que c'est difficile à évaluer quelqu'un s'il ne parle pas de ce que lui, il fait. Parce que c'est toi qui est en train d'être évalué. C'est pas tes collègues, c'est pas l'équipe. Donc, c'est important de dire, moi, j'ai fait ça. Moi, on m'a demandé, on m'a confié ces tâches et moi, j'ai décidé à faire une, deux, trois choses. Donc, c'est ça. Si on peut passer à la prochaine diapositive. Voilà. Et donc là, on a situation, on décrit la situation. Le plus d'informations qu'on donne, bah, le plus qu'on sera en mesure de comprendre ce qui a eu lieu. Et puis les tâches que nous, on a fait, les actions, ce qu'on a décidé à faire. Et ça, c'est hyper important si on a quelque chose comme jugement, une compétence comme jugement, il faut là montrer les options, comment on a décidé à procéder, tout ça, et parce qu'on sera noté sur tous ces éléments pour pouvoir pour pouvoir réussir l'entretien et passer à la prochaine étape. Et puis les résultats. Et là, ça peut être l'impact, un impact qu'on peut quantifier, mais ça peut être juste le résultat, tout ça, juste simplement. Et puis, quelques autres éléments clés à noter, c'est bien de pratiquer en avance, bien de vraiment rester calme. Et si jamais on ne comprend pas la question, on peut demander au jury de répéter la question. Donc vraiment, on peut juste prendre notre temps. Ils vont nous dire qu'on a comme 30 minutes. L'entretien aura lieu pendant comme 30 minutes. Donc voilà, on va savoir là qu'on aura comme 10 minutes ou comme 5 minutes attribuées à chaque question. Donc, c'est ça, c'est nécessaire là de ne pas prendre trop de temps parce qu'il y a pas mal il y a pas mal à dire et à expliquer, mais aussi euh, ben, mais aussi de bien expliquer pour pouvoir cocher tous ces éléments qui sont nécessaires à traiter au cours de l'entrevue. Et je dirais que c'est ça par rapport aux techniques d'entretien. Enfin, la dernière chose que moi je vais dire, c'est que c'est vraiment quelque chose à pratiquer. Donc, on, donc, on peut chercher un ami, un collègue, des membres de la famille, utiliser un miroir et puis commencer à donner une réponse à vive voix. Tous, tout, toutes ces façons de pratiquer vont nous aider. Et, et même si on postule un poste et qu'on passe à l'étape de l'entrevue et qu'on le réussit pas, on aura au mieux tenté, on aura au mieux eu cette occasion
pour pratiquer et il y a toujours une prochaine fois pour réessayer et la réussir la deuxième fois. Donc, il n'y a jamais une perte, on apprend toujours. Et voilà, c'est ça ce qu'on voulait vous dire et vous expliquer. Et je donne la parole à Stacy pour passer à la partie questions-réponses. Merci, Khadija, et bravo à vous trois. C'était vraiment intéressant et très pertinent. Alors, ceci conclut la partie présentation. Nous allons maintenant répondre aux questions du public. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses pour poser vos questions. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez aussi voter pour les questions que vous aimez le plus en utilisant le pouce levé. Alors, commençons avec la première question qui vient de Stéphanie, qui demande: on devrait reculer jusqu'à combien de temps dans les expériences de travail, surtout quand on a travaillé au privé avant la fonction publique? Peut-être que je peux me lancer avec la réponse. C'est sûr que la règle d'or dans le monde des CV, tout ça, c'est de reculer 10 ans en arrière. Mais tout ça dépend un peu de notre âge. C'est sûr que là, j'aime vieillir. Moi, je suis sur le marché du travail sérieux depuis 2016. Donc, ce que je fais moi personnellement, c'est que je mets ça fait 8 ans que je suis à la fonction publique, mais je mets vraiment en lumière mes expériences depuis 2019, je dirais, donc un 5 ans en arrière. Mais j'ai une section qui est très courte, qui donne un peu mes expériences avant ça. Puis le plus loin que je recule, c'est un emploi il y a 9 ans, lorsque je travaillais au privé, justement. Je travaille en assurance. Puis je trouve que je le rajoute sur mon CV simplement lorsque j'applique à des emplois qui ont besoin d'une compétence de travail avec le public. Donc, encore une fois, je module mon CV selon l'employeur auquel j'applique. Donc, si j'applique un emploi qui va seulement être à l'interne, qui va être du service à l'interne, peut-être que je vais mettre moins en lumière cette expérience-là au privé qui était avec des clients. Par contre, si j'applique une offre d'emploi qui va être de travailler avec le public, je la mets en lumière absolument parce que j'ai travaillé 5 ans là-bas, j'ai travaillé avec des centaines de Québécois à travers le Québec. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de le mettre à ce moment-là. Mais encore une fois, il faut vraiment évaluer le type d'emploi puis le type d'employeur pour décider, pour répondre à cette question-là. Règle d'or 10 ans, mais sinon, les 4 à 5 dernières années, c'est toujours ce qu'on met en lumière en premier selon moi. Mais la réponse peut varier aussi, là, mais ça serait mon astuce. J'ajouterais aussi, Catherine, mais c'est mon opinion personnelle, là, mais j'ai en tête aussi d'avoir 2 CV. C'est le CV que tu vas partager au gestionnaire pour des processus qui sont non annoncés, donc tu fais du réseautage. Puis on dirait que je m'en permets un peu plus quand j'applique sur Emploi GC pour acheter un petit peu d'informations. Mon CV est un petit peu plus long. Fait que c'est mon seul... J'en profite pour un plus d'informations, mais c'est absolument raison d'adapter son CV. Puis il y a des expériences qui sont pas pertinentes pour l'emploi sur lequel tu veux postuler. Donc, tu viens jouer là-dessus. Là. 100%. Fait que c'est ça, c'est toujours de s'adapter, en fait. Puis ça montre aussi notre adaptabilité, en fait. Parce que c'est quelque chose que les employeurs cherchent à la base. Donc, c'est super bon truc, Audrey-Anne. Moi, je dirais que vraiment ça dépend sur ce qui est pertinent. Donc, je dirais que les, les expériences qu'on reçoit en travaillant dans le privé est hyper pertinente parce que souvent ça nous donne une autre façon à penser. C'est un différent environnement. Donc, ouais, on peut bien sûr genre inclure nos expériences dans le privé. Maintenant, la question à poser, c'est que est-ce que c'est pertinent au poste qu'on postule? Et donc, c'est ça la question à poser. Mais on peut bien aussi avoir comme un poste de AS1 qui n'a pas un lien, un poste de essai
5 qu'on postule maintenant. Et donc, ouais, c'est pas nécessaire à inclure ce poste à ça si on a assez d'expérience à noter juste en utilisant nos expériences dans les postes EC3 et EC4. Donc, c'est vraiment cas par cas et c'est juste quelque chose qu'on évalue, genre juste en voyant nos propres expériences et puis les qualifications et les critères de mérite du poste qu'on postule. 100%. Merci beaucoup, les filles. Puis, si je peux me permettre de rajouter, je pense que vous avez parlé de se pratiquer pour les entretiens, mais je pense aussi c'est se pratiquer à faire son CV. À chaque fois qu'on postule pour un nouvel emploi, on en rajoute, on en enlève. Fait que ça fait partie de ce cheminement Ah aussi. oui. Fait que super. Alors, on passe maintenant à la prochaine question. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous voyez dans les CV soumis pour des postes au sein de la fonction publique et comment les candidats peuvent-ils les éviter? Alors, qui veut se lancer? Ben, je peux me lancer. J'ai été gestionnaire, puis j'ai fait comme quelques processus de sélection. Je pense qu'un irritant que plusieurs gestionnaires pourraient dire, c'est quand il y a trop d'informations mal divisées par type d'emploi. Tu sais, s'il n'y a pas comme un point form ou un ordre, parce que ça devient très lourd à lire. Donc, encore une fois, d'être concis, précis, je pense que c'est la clé du succès pour un CV. Il y a des gens, des fois, qui vont remettre des CV, puis c'est comme un paragraphe là, par emploi. Ça arrive très souvent. Peut-être plus diviser les qualifications par emploi pour que ça soit clair. Il faut toujours penser hein, que l'employeur va regarder sur un écran votre CV, puis il y a quelqu'un qui va le lire, tu sais. Fait que essayez de pas trop faire ça en bloc texte parce que ça devient mélangeant, donc de vraiment bien diviser les sections de CV pour que ça soit visuellement beau. Ça, c'est une erreur fréquente que j'ai vue. Bien sûr, les erreurs d'orthographe, ça peut être un irritant à long terme lorsqu'on traverse un CV. Les erreurs, c'est comme des fois les courriels sont pas bien écrits. On voit des années, une incohérence dans la chronologie. Ça paraît, puis ça saute à l'œil là, quand on lit le CV. Donc, vraiment, encore une fois, d'être clair, concis, le faire lire par un de ses amis ou un membre de la famille pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ça serait vraiment mes trucs. Ouais, moi, je dirais ce sont les CV qui ne ciblent pas le poste. Donc, 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 il y a ça. Puis l'autre chose, c'est d'avoir des informations qui ne sont pas pertinentes. Et comme, par exemple, de mentionner qu'on parle cantonais et mandarin, ça sert à quoi? Tu sais, comme il y a des informations que les gens donnent souvent qui ont pas du tout un trait même à la fonction publique, mais ils vont mentionner ces choses. Et puis, ce que moi, je pense on pourrait faire, c'est vraiment de garder ces informations sur notre profil LinkedIn. Et puis, si on veut, on peut juste ajouter le lien de notre profil LinkedIn sur le CV. Quelqu'un peut cliquer dessus et puis voir toutes ces autres informations qui sont pas à 100% pertinentes, mais qui sont intéressantes. Et puis, on garde le CV juste pour les informations qui sont directement reliées au poste qu'on postule. Donc, moi, je dirais que ça, c'est un très bon conseil parce que dès qu'on commence à travailler encore plus et plus, on a plus de réalisations à expliquer, plus d'emplois. On n'aura pas assez d'espace là pour mentionner ce qui est intéressant. Faut rester concis sur les postes qui sont directement reliés et puis on met toutes les autres choses sur LinkedIn. Merci. J'imagine avoir un CV de 10 pages, c'est pas qu'est-ce qu'on recherche non plus. Exact. La prochaine question se relie bien à vos réponses maintenant.
est-ce qu'il devrait avoir des couleurs dans notre CV ou on garde ça en noir et blanc le plus simple possible? Ben, quand on applique sur le site du gouvernement, c'est vraiment en noir et blanc. Il faut savoir que le gestionnaire de dotation va seulement voir en noir et blanc. Quand on donne notre CV personnellement, de façon non officielle à travers comment on appelle ça, des emplois non annoncés, la couleur que je me permettrais, moi, que je me permets, c'est que dans mon nom, j'ai mis juste un carré en arrière de mon nom de couleur rose pâle. C'est la seule couleur qu'il y a dans mon CV, juste pour que ça soit plus joli à l'œil. Mais c'est la seule couleur que moi, je me permets. Le reste, j'ai choisi un fond qui est très joli, qui est de base, là, qui ressemble un peu à un Arial, mais plus joli. Je l'ai personnellement fait sur Canva. Je trouve qu'il y a des beaux modèles, puis il y a un peu plus de fonts qui sont intéressants. Mais c'est la seule couleur que je me permets. Là, c'est un petit point de lumière à mon prénom, personnellement. Moi, je travaille en équité, diversité et inclusion, puis je trouve que mon CV, c'est aussi une manière de montrer que je porte attention à l'accessibilité, donc très simple, peu de couleurs, le texte est facile à lire, facile à copier. Et c'est sûr que j'ai un petit... c'est ça, je suis un peu subjective parce que je me dis, ce CV-là, surtout si je fais si je partage pour faire du réseautage pour un processus non annoncé, c'est comme une première impression de ce que j'apporte comme importance à l'accessibilité. Donc, moi, j'ajouterais juste ça. La couleur, ça peut être intéressant, les différents formats ou la différente disposition des éléments, mais garder en tête l'accessibilité, c'est primordial, là. Bah, moi, juste, si je peux ajouter quelque chose, c'est juste vraiment de tenir en compte la différence entre comme un CV un peu plus traditionnel, donc ce qu'on va, donc, ce qu'on va genre à télécharger sur Emploi GC, puis les groupes Facebook ou LinkedIn, si on affiche un CV sur Facebook ou LinkedIn, on a plus de flexibilité là. Et donc, c'est sur Facebook et LinkedIn qu'on peut ajouter toutes ces couleurs, même aussi genre une photo de nous-mêmes. Comme tout ça, on peut le faire sur ces plateformes parce qu'on veut, bah, on veut, on veut nous mettre en lumière. Donc, c'est ça l'objectif, mais aussi de garder en tête qu'on veut aussi rester professionnel. Donc, il y a ça aussi, si on pense à mettre une photo là, que ça soit professionnel, par exemple. Oui, c'est bien gardé en tête. Puis je pense que ça revient au point d'Audriane plutôt d'avoir possiblement deux CV, un euh, plus traditionnel et un autre plus personnel aussi, puis être capable de mettre ce CV-là sur les sites Facebook ou LinkedIn, par exemple. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour des questions. Et la prochaine est, comment les candidats peuvent-ils mettre en valeur leurs compétences transférables, en particulier si leur expérience professionnelle est limitée ou sans rapport avec le poste qu'ils occupent? Je pense que, Catherine, j'ai vu qu'on s'était démuté en même temps. Moi, j'aurais juste été dans la définition une compétence transférable pour s'assurer que tout le monde comprenne ce concept-là, là, mais c'est des aptitudes et des connaissances qu'on peut utiliser dans différents rôles ou secteurs. Puis rapidement, un exemple que je peux donner, j'ai été coach de natation. C'est pas une expérience qui est intéressante nécessairement en ressources humaines, mais j'ai développé par exemple, des compétences en communication. Donc, c'est quelque chose que je mettrais de l'avant, même si c'est pour un travail qui n'a pas de lien avec du coaching. Donc, c'est genre d'exemple là, que j'aurais rapidement là, pour compétences transférables. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, Audrey-Anne. Donc, on a eu la même idée. Sauf que moi, j'ai pas été coach en natation, là. C'est la seule différence entre toi.
Mais j'allais justement dire aussi c'est ça, les choses qu'on fait au quotidien, par exemple, si on a beaucoup on est très bon en travail d'équipe dans n'importe quel type d'emploi. Moi, j'ai travaillé dans une crèmerie, par exemple, étant adolescente, mais écoute, service à la clientèle, rapidité, écoute les instructions, tout ça, c'est des choses que j'ai appris sur le tas quand j'étais plus jeune, qui m'ont suivi au courant de ma carrière. Là, je vous donne un exemple d'un travail d'été, mais ça s'applique à vraiment tous les emplois. Chaque fois qu'on fait un emploi, en fait, c'est quelque chose aussi de garder en tête. À chaque fois qu'on travaille, qu'on termine un projet, qu'on a un nouvel emploi, c'est de faire une réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces mois-là ou ces années-là dans ce travail-là? Qu'est-ce que j'ai acquis? Puis peut-être de prendre l'habitude, à chaque fois qu'on termine un projet ou un type d'emploi, de faire une réflexion. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je dois améliorer aussi? Puis qu'est-ce que je peux apporter à mon prochain employeur? Donc, que ça soit d'un petit emploi d'été à une carrière de 5 ans, il y a des choses qui sont transférables à chaque. Puis ton exemple était superbe. J'ai bien aimé. Parce, parce que moi, je conseillerais, c'est de préparer un CV qui est plus classé genre en compétences ou en fonction. Donc, si tous les postes ne sont pas directement reliés au poste qu'on postule actuellement, si on groupe, si on regroupe nos expériences selon les compétences requises, là, on va pouvoir mettre en valeur bah, toutes les expériences qui sont directement reliées au poste qu'on postule. Donc, par exemple, si on était coach en natation, on travaillait à McDo et puis aussi, on était entraîneur d'une équipe de foot. Tout ça n'a pas un rapport à la fonction publique, mais on va pouvoir genre mettre compétences en communication, travail d'équipe, etc. Et puis on va pouvoir ajouter tous ces exemples. Et du coup, là, si on voit toute cette liste, maintenant, on peut voir, voilà, cette personne a vraiment des compétences qui sont directement reliées à un job d'adjointe, d'administration, par exemple. Donc voilà, c'est ça ce qu'on pourrait faire. Oui, puis justement, j'allais rajouter que c'est justement dans les cas où ce que, par exemple, on postule pour un emploi où ce qu'on n'a pas nécessairement toutes les qualifications, mais avec ces compétences transférables-là, on peut mettre l'emphase justement dessus pour démontrer que effectivement, on est qualifié pour ce poste-là en question. Alors, il nous reste du temps pour une dernière question pour vous. Et ça tombe bien avec qu'est-ce qu'on venait de discuter. Comment un candidat peut-il communiquer efficacement son potentiel et son adéquation à un poste lorsqu'il ne possède pas toutes les qualifications requises? Euh, Par qualification requise, on dirait que je reste sur ce mot-là, là, mais une qualification essentielle, c'est une qualification qui est essentielle. Là. Donc, je prends pour acquis que requise, ça veut dire essentiel. Faut pas non plus mentir ou faut pas non plus, faut rester naturellement honnête. Il y a beaucoup, je le répète, mais je travaille en équité, diversité et inclusion, puis j'ai eu la chance l'année dernière de faire une présentation aux gestionnaires d'embauche et on encourageait les gestionnaires de marquer, par exemple, dans leurs annonces d'emploi, plus de compétences que d'expérience, puisque l'expérience on peut aller la chercher. Donc ça, je sais que c'est un travail qui est fait du côté des gestionnaires d'aller chercher les compétences. Donc, par exemple, Khadija tantôt parlait de savoir le mandarin, mais c'est une compétence de savoir plusieurs langues, une compétence une certaine curiosité. Donc c'est juste, on dirait que je reste prise là-dessus, là, mais une compétence qui est essentielle, il faut avoir l'expérience ou il faut avoir la qualification essentielle. Là. Donc je sais pas, on dirait que je joue avec les mots, là. Je sais pas, Catherine, Khadija, si
vous avez d'autres choses à ajouter plus pertinentes. Mais je pense que tu as tout à fait raison que, tu sais, les qualifications essentielles, comme tu avais expliqué, il faut vraiment les regarder avant d'appliquer un emploi, là. Tu sais, moi, par exemple, j'ai aucunement les capacités d'être météorologue, là, tu sais. Fait que quand je vois cette offre d'emploi-là qui a l'air super intéressante, ou même des fois, à l'agence spatiale, il y a des trucs super intéressants, mais je ne suis pas ingénieure, right? Oui, ça, c'est super le fun, mais des fois, il faut aussi juste se dire, bon, je ne peux pas appliquer, puis d'aller dans les qualifications essentielles sur qu'on les a, et là, vraiment de mettre l'emphase sur les qualités qu'on a puis l'expérience qu'on a. Fait que je pense que ça revient à ça que oui, on peut répondre à la question, mais en même temps, il faut s'assurer d'avoir effectivement les qualifications, là. Super. Alors, vous êtes vraiment toute une mine de connaissances et d'expérience. Malheureusement, nous tirons à la fin de notre session, qui est dommage parce qu'on a encore plusieurs excellentes questions dans le chat, mais nous apprécions vraiment toutes vos questions qu'on a reçues et votre participation. Puis je vous encourage de regarder cet enregistrement sur la page YouTube du FYN RJFF la prochaine fois que vous avez des questions justement sur ce sujet. Et avant de conclure notre séance, nous avons une question de sondage qui sera partagée dans le chat. Les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Et la question est, cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Alors, vous allez voir, ça va être un oui, un non ou je ne sais pas. Alors, je laisse un petit peu de temps. OK. Alors, pour conclure, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Ça conclut la première session de notre série d'apprentissage virtuel, la série de préparation pour le camp de carrière. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre deuxième session qui aura lieu le 3 décembre prochain. Au camp de carrière 2025, vous allez apprendre des fonctionnaires expérimentés sur des sujets importants pour l'avancement de votre carrière, y compris le développement d'une marque professionnelle, les stratégies pour maîtriser des conversations difficiles, et la façon de naviguer les valeurs et l'éthique dans votre vie professionnelle. Il y aura aussi des séances de réseautage virtuel ouvertes à tous les fonctionnaires fédéraux à travers le pays. Vraiment, cette expérience, je vous conseille de ne pas manquer cette opportunité pour investir dans vous-même et votre futur. Notez cette date dans votre calendrier, faites passer le mot, puis restez à l'affût pour plus de détails dans les prochaines semaines. Toutes les ressources que nous avons vues aujourd'hui sur les outils de carrière, le mentorat, les communautés au sein du gouvernement du Canada sont disponibles sur la page Wiki, et l'enregistrement de cet événement sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre série de balados. Moi-même, je consulte régulièrement ces ressources. Elles sont vraiment toutes utiles. Et encore une fois, un gros merci à tous nos merveilleux panélistes, Audrey-Anne, Catherine et Khadija, pour votre temps et vos conseils, et à tous nos apprenants qui continuent à prendre leur carrière en main et à prendre le temps d'investir dans leur avenir. Nous allons vous revoir tous et toutes bientôt, puis nous vous remercions toujours de votre soutien continu au RJFF. Je vous souhaite maintenant une excellente fin de journée.